moi je veux te dire, moi je pétais ma tête sur le freestyle de Give Me Five avec James Dino, On va foutre la merde. Ça arrive de Belgique, et fort. Observer toute cette ville, elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool. Timeline, le podcast. Take one. Hello, moi c'est Accro. J'ai commencé le rap en 93 et j'ai fait mes armes avec Starflame jusqu'en 2004. J'ai sorti plusieurs albums, développé plein de projets et m'occupe aujourd'hui de Tarmac, le média digital de la RTBF. Bienvenue dans Timeline, une belge histoire du rap, le podcast. Dans cette série, je pars à la rencontre de la crème du rap belge pour des entretiens exclusifs et approfondis. Comment notre rap a évolué depuis son origine il y a déjà 40 ans? Comment les Belges ont développé leur carrière à l'international? Quelles ont été leurs inspirations depuis tout petit, au nord, au centre comme au sud du pays? Qu'est-ce qui marque des différences entre les générations ou les relie encore? Une série d'invités de choix m'ont donné de leur temps pour répondre à toutes ces questions. So let's go! À cheval entre deux générations, Isha, originellement connu sous le blaze Pacemaker, ne prend aucune ride, tel un rookie éternel. Augmentant le niveau de son rap à chaque sortie de projet, il a su s'adapter aux codes de la nouvelle génération avec brio, multipliant les collabs. Entre Kaba, Gigi, Grunt et plus récemment Limsa Dolnay, le bruxellois slalom avec aisance dans ce rap-jeu. Je le reçois au cœur des studios Tarmac pour mieux cerner son parcours. Isha, c'est comment? T'es arrivé en 2008 avec l'album Vas-y chante et j'ai vu dans une interview que t'avais fait que t'avais mis 2 ans pour le préparer. Je pense que t'es quelqu'un de très méticuleux dans tes préparatifs. Mmh. Donc 2 ans avant, c'est 2006. 2006, ça commence à être une période où le marché du disque s'effondre. Les labels virent plein de monde. On est dans un flip, tu vois, il y a tout qui change. Dans quel état d'esprit tu es, toi, pour aborder un marché qui est dans des sables mouvants, en fait? Mais c'est une bonne image, les sables mouvants, parce qu'on essayait de lutter. Donc moi, je me rappelle bien qu'on vendait des CD dans la rue. Au tout début, on pouvait faire des mixtapes et les distribuer. Donc on faisait des dépôts-ventes. On allait chez des disquaires, on déposait 20 CD, ils les vendaient, et puis chaque semaine, on y retournait. Puis jusqu'au moment où il y a eu la crise du disque, où il n'y a plus aucun disquaire qui a voulu prendre nos CD, quoi. Bon, je me souviens, il y avait Free Record Shop, il y avait le shop de Lefto, Music Mania, tout ça. Puis à un moment donné, tout a fermé un peu. Et on a dû lutter pour exister. Donc ce qu'on faisait, c'est que le mercredi et le vendredi, samedi, on allait rue Neuve, ou parfois à Liège, ou Porte de Namur et tout, on vendait nos CD. Tu sais, on avait des packs de CD de plein de rappeurs de la ville, on les vendait. En fait, c'est des mecs de Paris qui nous ont inspiré ça. Un jour, on était à Bruxelles, on a vu des Parisiens nous vendre des CD, on a dit, wesh, mais nous aussi, en fait. Et puis, ils nous ont inspiré ce truc-là. Et on a fait ça longtemps, mais à un moment donné, tu te rends compte, tu te bats pour rien et t'abandonnes, quoi, tu vois. C'est la stratégie de Ludacris, la stratégie en Belgique de HMD, mais effectivement, on est dans un moment où le physique disparaît. Il disparaît, tout simplement, ouais. Et là, c'est marrant, je recroise encore des gens de cette époque qui nous ont acheté ces CD-là en 2008, tout ça, tu vois. Ouais. Tu dis dans cette interview que tu prépares tes premiers clips pour des passages radio. À quel degré la radio est importante pour rentrer dans le marché à ce moment-là? Moi, j'ai même envie de dire qu'à cette époque-là, il n'y a que la radio qui propose quelque chose de sérieux, un suivi sérieux, un petit développement, tu vois. Donc, je pense je me rappelle de Naski, et puis il y avait Wendy, sa sœur, qui était à un moment donné chez Énergie. Donc, Énergie, c'est, nous, en tant que Bruxellois, on se rend compte qu'il y a une grosse radio nationale dans laquelle c'est possible de glisser quelques sons à nous, via une émission spé de Wendy. Donc, elle nous joue. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on a l'impression de vivre cette vie qu'on voulait, quoi. Tu vois, parce que les concerts, il n'y en avait pas énormément, c'était pas donné à tout le monde. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller un peu en radio, tout ça, quoi. Ouais. Déjà, à ce moment-là, dans tes premières propositions musicales, on est très US. Je ne veux pas être une star d'un jour comme Mark Morrison, sous la menace d'une balayette et ce à chaque position. Bon, il y a la mode, évidemment, et on est encore avec les grands t-shirts longs, le jiggy, la période jiggy, les baggy, etc. Mais toi, tu viens avec un flow et tu viens avec même une structure d'écriture qui n'est pas du tout rap français. Ça vient d'où? Ah, c'est une bonne question. Ça, je m'en rendais pas compte, hein, je m'en rends pas compte. J'ai beaucoup écouté du rap US, effectivement. J'ai beaucoup grandi avec les Rough Riders, tous ces trucs-là. Il y avait beaucoup de CD, mais il y avait un peu de tout, en fait.
J'ai grandi, parce que mon grand frère, Persona, là, il aurait eu 48 ans, je crois. C'est une génération qui écoutait de tout. Ils écoutaient de la pop anglaise, ils écoutaient du rap de banlieue, ils écoutaient du rap du Public Enemy. Donc moi, mes références, c'est un mélange de plein de trucs. Vraiment, des fois, j'ai des noms de groupes genre Asian Dub Foundation, c'est un groupe anglais, tu vois, d'Indiens qui faisaient de la dub un peu. Et j'ai ça dans ma tête, j'ai des références, même des mélodies qui viennent. Et c'est mon grand frère, il nous mettait ça, il découvrait des trucs tous les 3 mois, il achetait le CD, on consommait. Est-ce que vous aviez l'état d'esprit de vous dire, bon, il y a eu une génération de rap belge avant nous, mais là, nous, c'est notre temps, là, on va marquer le game. Ouais, c'est pour ça que je comprends les jeunes aujourd'hui. C'est les jeunes aujourd'hui qui peuvent paraître un peu arrogants, insolents, un peu trop sûrs d'eux. Je pense que c'est inévitable dans le rap d'avoir cette espèce de conflit de génération où à un moment donné, on va se confronter, où l'ancien qu'on admirait, d'un coup, il va devenir ringard. Et c'est le cycle, tu vois. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que c'est ça qui met cet esprit de compétition et qui fait que quand tu es jeune, tu dois faire ta place parmi les anciens. Quand tu es ancien, tu dois rester au top pour pas te faire dégager, quoi, tu vois. Justement, toi, aujourd'hui, pour certains jeunes, évidemment, tu es un ancien. Ouais. On avait parlé un peu d'une métaphore d'un rookie éternel, mais maintenant, tu as prouvé. Ouais. Comment tu as fait pour réinventer les codes ou adapter les codes des jeunes tout en restant toi-même dans ta musique? Je crois qu'il faut déjà être en immersion avec la jeunesse. C'était pas quelque chose de cherché, mais j'ai eu la chance d'avoir des bons feelings avec certains jeunes, des petits qui sont encore dans le truc, qui me montrent un peu des références, tu sais, être vieux, être ancien, pour les jeunes, c'est être ringard, tu vois. Donc, des fois, il faut avoir des petits qui disent non, l'ancien, fais pas comme ça, achète pas ça, tu vois. Alors, ça te permet de rester un peu dans ce truc-là. Et puis aussi d'être conscient de ses forces, tu vois. Moi, je sais que notre force à nous, les anciens, c'est le vécu, c'est le parcours. Ça veut dire qu'il y a tout un panel d'émotions, de situations de vie qu'on a vécu, qu'un mec de 35 ans, mais forcément, il a plus vécu qu'un mec de 20 ans, donc il faut aller puiser dans ce truc-là, quoi, et pas nécessairement dans la mélo ou dans l'esthétique et tout, tu vois. Mais du coup, la transmission aussi de ton expérience vers les jeunes est importante pour toi? Ouais, elle est importante, mais elle a moins lieu dans l'artistique. Les jeunes n'ont pas trop besoin que tu leur dises ce qu'ils ont à faire en termes de sonorité, mais plus d'état d'esprit, de vision. Enfin, moi, de ce que je côtoie avec les jeunes, ils sont plus en recherche de motivation, d'histoire qui vont un peu les booster pour pouvoir y aller. C'est vrai que ta génération attendait peut-être des anciens une aide structurelle, Ouais. et les jeunes, ils attendent plus rien de personne parce qu'ils ont des moyens de prod qui sont beaucoup plus démocratisés aujourd'hui. Ils ont les moyens. Nous, on a beaucoup attendu. Après, il faut dire ce qui est. Il y a quand même un travail qui a été fait avec les CNN, Fourmi, Zulu Nation et tout. C'est quand même... moi, je nous voyais comme des petits en colonie de vacances, quoi, tu vois. C'était tous les 3 mois, il y avait un événement. Aujourd'hui, nous, on fait des événements aussi, donc on se rend bien compte du travail que c'était pour les rivales et tout, de prendre l'ancienne Belgique et de dynamiser le truc, d'organiser toute une soirée. Et ils l'ont fait quand même. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça s'est fait. Tu as participé à beaucoup de battles, je pense, Ouais. à l'époque Peacemaker. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, justement, comment tu appréhendais, en quoi la battle t'a nourri aussi? Mais moi, franchement, en vrai, j'avais rien à faire là. C'est juste, il y avait de l'exposition. Tu vois, il y avait des projecteurs et tout, donc il fallait qu'on te voie. Donc battle, pas battle, est-ce que tu sais freestyler ou pas, improviser ou pas, il faut y aller, tu vois. Donc moi, j'ai des vidéos de moi où, frère, je sais même pas ce que je fais là, je sais même pas aligner 2 mots, tu vois, mais tout le monde crie parce qu'il y a l'engouement. Tu fais une petite rime un peu facile, ça y est, tu vois. Mais c'était un moyen d'exister. Et il y avait une grosse ambiance, c'était un moyen de réunir les crews aussi. C'est là que tous les crews se croisaient, qu'on pouvait échanger. C'était important. Il y avait une importance qui était déjà présente, c'était la communication visuelle, les clips. Ouais. Tu as aussi été fort dans le développement de tes vidéos. Et à ce moment-là, on est en termes de réseaux sociaux, il n'y a pas encore l'engouement du YouTube d'aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas Spotify, il n'y a pas Instagram, et il y a MySpace. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu utilisais cette plateforme, MySpace, pour communiquer ton premier album, par exemple? Ça, là, on va loin, mais attends. MySpace, on pouvait pas faire des posts. Hein. MySpace, il y avait un player. T'as un player audio, ouais. mais tu pouvais faire des posts où tu mettais des liens pour envoyer ailleurs. Ok.
J'ai vraiment oublié. Mais ce qui m'avait marqué avec MySpace, c'était plus l'aspect... c'est la première fois que je connectais des gens qui étaient à 100 km de chez moi, des Suisses, les premiers Suisses que j'ai connus, les premiers Français à qui on a commencé à surveiller et tout. C'était via MySpace. C'était vraiment la première fois qu'on pouvait sortir un peu de Bruxelles tout en restant là, tu vois. Il y a des liens que j'ai encore aujourd'hui qui datent du MySpace, ouais. Ah, du style. Il y a un gars qui s'appelait Lil Ness, avec qui j'avais fait un featuring avec lui. DJ Lordissa aussi. Wow. J'envoyais des trucs à ces mecs-là. Je crois Spike Miller aussi, ils avaient déjà... parce que moi, j'étais un grand parasite. Moi, j'envoyais des sons à tous les DJ, les beatmakers et tout, j'envoyais, tu vois. Ouais, je m'appelle Isha Attack, j'envoyais à tout le monde et certains répondaient, dont ces mecs-là, quoi. Ah, donc MySpace a quand même été un petit projecteur. Ouais, une bouffée d'air, ouais. Ok. Dans un DVD qui sort de Give Me Five en 2009, il y a un freestyle de ta part et tu les appelles déjà la famille. Ouais. En quoi Give Me Five a été crucial dans le développement du rap belge pour toi? Il fallait bien que quelqu'un donne du temps. Tu vois, c'était une période où c'était dur pour tout le monde. Et quand tu regardes bien, il n'y a pas énormément de gens qui donnaient du temps parce que le temps, on se rend compte maintenant, c'est sacré, c'est quelque chose qui passe et tout. Il ne faut pas le donner à n'importe qui, on a une famille et tout. Et je crois que Patrice de Give Me Five, tout simplement, c'est le premier mec qui a dédié du temps au rap, quoi. Donc c'est un mec, à mon avis, qui partait chez lui à midi, qui rentrait à minuit, et puis le lendemain, il avait encore un autre programme, et tout en ayant un boulot. Parce qu'on sait tous qu'il a un boulot. Il a donné du temps, et une fois que tu donnes du temps au talent, il ne peut qu'éclore, quoi. Je pense que c'était inévitable qu'après avoir fait ça, il y ait des petites pépites à gauche, à droite, et surtout que je crois que son utilité, ça a aussi permis à la France de se rendre compte qu'il y avait un petit game ici, qu'il y avait tous les équivalents de ce qui se passe en France, on les avait ici. Donc c'est vraiment ça. T'as des souvenirs de capsules à toi sur Give Me Five que... Mais moi, étonnamment, on se connaît bien, mais j'en ai fait qu'une, mais je sais que j'ai beaucoup été présent, tu vois, genre l'Axa Film, là, je sais que je suis là, mais je suis pas dans le champ, quoi, tu vois. Mais j'ai fait 1 ou 2 freestyles, mais c'était tellement la famille que... Tranquille, tu vois. En 2011, tu soutiens Nina Miskina en apparaissant dans son clip Désordre. Ouais. Est-ce que tu considères qu'en Belgique, aujourd'hui, on a notre équivalent Diams? Comment est-ce que le rap féminin est arrivé? Il y a Coeli, il y a Miss Angel, il y a Blue Samu, il y a Shai, évidemment. Ouais. Est-ce qu'on a notre rappeuse qui est validée par tout le monde? Et c'est qui? Enfin, ça se passe comment? Bah, je pense que c'est Shai tout en haut, quoi. C'est évident quand tu vois le rayonnement qu'elle a en France, quand tu vois tout son parcours. Après, Shai, c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. Tu vois, moi, je me rappelle quand elle fait Griselda d'Enfer, je crois, elle fait un morceau avec Booba au tout début. C'est il y a très très longtemps. Hein. C'est il y a très longtemps et c'était déjà bien fait. Donc ouais, je pense qu'on a l'équivalent. On a des divas, des chanteuses à voix, à texte, tu vois, comme Coeli. Avec qui j'ai déjà fait des festivals. Tu sais, il y a 15 000 personnes qui regardent, ils sont vraiment hypnotisés. Donc je pense qu'on a tout ça. Après, il faut encore donner du temps, quoi. Du temps, il faut des médias, des organisateurs qui donnent du temps pour qu'on puisse s'en rendre compte. Vers 2014, il y a l'arrivée de Stromae avec ses fameuses leçons. Comment tu vois le phénomène entre Stromae le rappeur et Stromae qui va ouvrir le côté pop et qui va mettre tout le monde d'accord? Moi, c'est une suite logique. Quand il fait « Faut que t'arrêtes le rap », que commence à faire des clips de rap où je crois qu'il avait un petit poussin ou un petit chien, tu sais, il y avait un délire comme ça. Il commençait à s'habiller différemment. Pour moi, ça se voyait qu'il tendait vers ça, qu'il y avait un côté mainstream. C'est marrant parce que l'autre jour, j'ai fait un truc en concert. J'avais un concert avec Limsa. Et c'est Stromae qui avait fait ça. On avait un concert à Flagey, quand il rappait encore. Tu vois, il y a le théâtre. Il nous avait donné cette salle. Et Stro, il avait que 3 ou 4 sons. Et il fait ces 3 ou 4 sons. Et à la fin, il demande au public, il fait un sondage pour savoir quels sons il va rejouer, tu vois. Il faisait ça souvent. Et il y a 2 semaines, j'étais à la Maroquinerie, j'ai fait la même chose. On fait un rappel. Et pendant le rappel, je vois que les gens réagissent pas sur qu'on rejoue ce morceau. Je dis, attends. On va leur demander, puis on a crié, ils ont dit ouais, on veut celui-là, et puis on l'a fait, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui était déjà visionnaire dans sa manière de se vendre, de se promotionner, et qui avait compris la puissance des ordinateurs, des caméras et des réseaux très tôt, quoi. Ouais.
et justement l'après Stromae. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu Stromae, on aurait pu quand même bénéficier de la fameuse vague 2015-2016, Bruxelles arrive ou pas? Ouais, je pense que ouais. Je pense que Stro, ça a facilité, ça a peut-être accéléré, mais il y a trop de talent, il y avait trop de talent ici. Tu vois, des mecs comme Convoque, tu sais, il y avait des mecs comme Dino. Dino, à l'époque, la légende disait que Diams était fan de lui, tu vois. Non, il y a trop de talent. Donc c'est juste que si le premier talent n'avait pas été capté, ben, il y aurait celui qui vient 5 ans après, quoi. La vie augmente, tu dis dans une interview que c'est une ref à un film où ton oncle a participé en tant que réalisateur, La vie est belle, paru en 87, Kinshasa, Congo. On voit une maman qui fait augmenter les loyers là, en changeant chaque loyer des appartements. J'ai trop kiffé cette scène. Comment tu te nourris de ce film pour partir sur ton projet? C'est le slang, en fait, ils ont la manière de parler, toutes les époques. Moi, je dis souvent, on veut copier les Américains. Alors qu'en fait, à l'époque du Congo ou même en Belgique, il y avait des expressions intéressantes que tu donnes à un rappeur. Tu dis, putain, mais c'est intéressant, cette association de mots et tout. Et là, donc, j'ai entendu ce terme, la vie augmente, ça m'a fait rire. T'as tout noté? Oui, maman. Additionne. Hé, Zanzi, la vie augmente. J'ai trouvé l'association de mots intéressant, et puis je me le suis réapproprié. Je lui ai donné un sens pour moi, et puis c'était un clin d'œil à mon oncle, parce que je sais que... J'ai bien regardé si c'était lui qui faisait les scénarios et tout. Et je sais que c'est lui qui a écrit tous ces échanges-là. Et je me suis dit, vas-y, on va lui faire un big up. Non, c'est un film avec une dynamique de dialogue qui est assez puissante. Ouais. Et pour l'époque, effectivement, il y a une collaboration belge-congolaise. Hein. Ouais, carrément. Mais la réal, elle tient encore bien la route. Elle tient la route, ouais. Ça a bien vieilli. Ça a bien vieilli. Tu vois, même Badi, qui c'est un rappeur belge qui dit citoyen, j'ai vu qu'il a... Mais ça, c'est de l'époque, après l'indépendance. Tu vois, nos parents, ils s'appelaient citoyens. Citoyen, Isha, citoyen, nanani. Et c'est marrant, en fait, comme délire de s'appeler citoyen, tu vois. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce podcast. La série est disponible sur Ovio et sur toutes les plateformes. Si tu veux en savoir plus sur 40 ans d'histoire du rap belge, n'hésite pas à mater Timeline, la série documentaire, également disponible sur Ovio. De Benny B à Jean Jass, pas moins de 40 intervenants racontent une belge histoire du rap. C'est rempli d'archives et d'anecdotes, de quoi te donner les clés pour comprendre l'évolution du rap belge. À bientôt.